Je pense que on va pouvoir commencer les présentations. Est-ce que vous êtes prêt, Valentin? Alors, il me semble qu'il a dit qu'il était en extérieur, donc c'est un peu cool. Oui, je suis prêt, pas de souci. Super, merci. Je vous laisse la parole alors. Enchanté, merci de l'invitation. Je sais pas, il me semble qu'il y avait des slides qui étaient prévus. C'est ça, je sais pas si, parce que je suis sur mon téléphone actuellement, donc je vais pas pouvoir les afficher. Oui, oui, vous inquiétez pas, c'est nous qui les diffusons. Il y en a une pour votre parcours et une pour votre poste actuel. Donc, vous inquiétez pas. Ok, donc l'idée c'est que je décrive un petit peu mon parcours et puis ce que je fais actuellement, c'est ça? Exact, merci. Ok. Moi j'ai commencé donc par une licence de psychologie à l'université Paris-Descartes à l'époque, qui est maintenant l'université Paris-Cité. J'avais choisi cette licence en particulier. Je voulais pas une autre licence que celle de Descartes parce qu'il y avait vraiment cette approche scientifique qui me plaisait bien. Initialement, je venais d'un cursus de biologie. Et donc, j'avais envie plutôt de m'intéresser à ce qui se passe du côté de l'humain. J'étais pas forcément intéressé par les plantes, la géologie ou ce genre de choses. Et donc, j'ai décidé de m'orienter en dans la licence de psycho de l'Université de Paris, vraiment parce elle avait cette orientation très scientifique que je trouvais particulièrement intéressante. J'ai donc fait ma licence. J'ai commencé durant ma licence à faire des stages de recherche très rapidement. Dès la L2, j'ai commencé à travailler dans un laboratoire de l'université, ce qui m'a permis de découvrir progressivement la psychologie cognitive, la neuropsychologie. Et c'est donc pour ça que je me suis orienté en M1, en neuropsychologie et en psychologie cognitive. Alors, il faut savoir que c'était je ne sais pas si vous savez un peu comment ça fonctionne, les diplômes à l'intérieur de l'université, mais tous les 4 ans, il y a une espèce de remise à zéro du diplôme, ce qu'on appelle un changement de maquette. Et il se trouve que moi, je suis arrivé en M1, dans le M1 neuropsycho et psychologie cognitive, juste avant un changement de maquette. Ce qui fait que je me suis retrouvé à faire que de la neuropsychologie alors que je voulais faire de la psychologie cognitive. Et de ce fait, j'ai décidé de me réorienter en M2. J'ai eu la chance de pouvoir faire une passerelle entre un M1 neuropsychologie et psychologie cognitive et un M2 développement cognitif. En réalité, je travaillais déjà à l'époque sur des questions liées à l'apprentissage, au développement, et j'étais surtout très intéressé par la recherche. Et c'était le seul M2, la seule spécialisation de M2 qui ne m'obligeait pas à faire un stage clinique, au contraire de tous les autres masters de l'université. Donc en M2, en fait, j'ai quasiment fait que de la recherche, j'avais très peu d'heures de cours. J'ai quasiment fait uniquement de la recherche, je n'ai pas fait de stage clinique, donc je n'ai pas le titre de psychologue, ce qui ne m'a pas spécifiquement posé de problème vu que j'étais uniquement intéressé par la recherche. À la suite donc de ce master recherche, je me suis orienté un peu naturellement en doctorat où j'ai étudié dans ce qu'on appelle un EPST, établissement public scientifique et technique. Un exemple de PST, vous avez typiquement l'INSERM, l'ICM, en fait, ce sont des EPST, ce sont des établissements publics non universitaires directement, qui ne comprennent pas qui ne forment pas directement les gens, mais qui mènent des recherches sur des domaines d'intérêt public, en fait. Moi, en l'occurrence, j'ai fait ma thèse dans un EPST qui s'appelle LivStar, qui à l'époque était un organisme donc qui s'occupait de la recherche sur tout ce qui concerne les transports et les modes de transport en France. L'avantage de travailler dans un EPST, c'est en particulier pour faire la recherche en comparaison de l'université, c'est probablement les différences de moyens. Le fait de travailler sur des sujets très techniques
fait que vous avez souvent plus de ressources pour travailler. Et ça a été mon cas puisque le projet de thèse sur lequel j'ai été pris à l'époque, c'était un projet qui a été financé par l'ANR, donc l'Agence nationale de la recherche. L'Agence nationale de la recherche, c'est une sorte de grande bourse aux projets de recherche qui finance tous les ans un certain nombre de projets qui sont jugés d'intérêt par la communauté scientifique. Une particularité de l'ANR, c'est qu'elle va favoriser les projets qui sont à la frontière entre la recherche fondamentale et la recherche et développement liés aux besoins de l'industrie. Et dans ce cadre-là, en fait, le projet sur lequel j'ai été financé s'occupait donc de l'utilisation de la réalité virtuelle pour l'apprentissage, pour le développement des compétences. Il y avait deux volets un peu à ce projet. En général, les projets ANR sont des projets souvent assez gros, avec beaucoup de partenaires. Nous, en l'occurrence, on était 4 laboratoires plus une entreprise privée, un truc comme ça. Il y a toujours une entreprise privée. Et le projet avait deux volets, un volet médical et un volet conduite automobile. Et moi, j'ai donc été pris sur le volet conduite automobile et c'est là que j'ai étudié comment on pouvait utiliser la réalité virtuelle pour favoriser, pour améliorer l'apprentissage des compétences d'anticipation des conducteurs novices. C'était vraiment intéressant, c'est vraiment assez différent de la recherche que vous pouvez faire à l'université, dans le sens où c'est vraiment appliqué à des problématiques beaucoup plus concrètes. Moi, c'est ce qui m'a plu. Le pendant un peu négatif de ça, c'est que vous êtes un peu plus contraint. C'est-à-dire que forcément, comme votre projet, il est centré sur une problématique et que l'institut dans lequel vous travaillez, il est aussi centré sur une problématique, ça laisse pas forcément beaucoup de place pour construire son projet de thèse personnel. Ce qui n'est pas forcément un problème. C'est vraiment un truc très très personnel, le projet de thèse, pour ceux que ça intéresse. C'est vraiment quelque chose qui peut avoir de multiples formes. Vous avez des projets de thèse très guidés où concrètement on va prendre quelqu'un pour accomplir un certain nombre d'études, un certain nombre de tâches et un certain nombre d'avancées sur des champs théoriques qui sont déjà connus. Et puis il y a d'autres personnes au contraire qui vont venir avec un projet très personnel qu'ils auront construit eux-mêmes et qui vont défendre eux-mêmes tout au long de leur parcours. Moi, je dirais que c'était entre les deux parce que à l'intérieur du projet qui a été financé donc par l'ANR, il y avait quand même une certaine liberté et c'est grâce à ça que j'ai pu m'orienter vers les compétences d'anticipation et plus largement tout ce qui est lié à la prise de décision en situation de danger. J'aurais pu faire des choses liées à la communication, j'aurais pu faire des choses liées à l'utilisation du téléphone portable, j'aurais pu faire beaucoup de choses différentes, mais j'ai quand même pu choisir. Donc, en gros, ce qu'il faut retenir de la construction d'un projet de thèse, c'est qu'il y a toujours une certaine quantité de liberté à l'intérieur qui nous permet quand même de nous orienter vers des choses qui nous intéressent. Voilà pour le parcours universitaire. On passe au parcours professionnel, si vous voulez. Attendez que je retrouve. À la suite donc de ma thèse, j'ai été immédiatement embauché en tant que quater, attaché d'enseignement et de recherche à l'université. Donc c'est concrètement, ça correspond à un poste de maître de conférence sous contrat. Ce sont des contrats en général d'1 an renouvelables une fois. Donc, vous passez 2 ans à l'université. Ça permet aux jeunes docteurs de finir de publier. Ça leur permet aussi de se faire de l'expérience en termes d'enseignement parce que vous avez un service d'enseignement complet. Ça correspond à 192 heures d'enseignement par an. Et ça permet de prendre un peu de temps et un peu de recul sur ce qu'on vient de faire parce qu'en général, vous avez quand même
une espèce de pente ascendante entre le master et la thèse où vous montez en activité progressivement entre le M1 et la fin de la thèse, si bien qu'à la fin de la thèse, vous vous rendez compte que vous avez été à fond sur un sujet et à fond sur la recherche pendant 5 ans, sans forcément avoir pris le temps et pris le recul nécessaire pour réfléchir à votre projet professionnel, ce que vous comptez faire une fois que vous avez cette thèse. Donc, ce post-dater, personnellement, il m'a été assez utile pour ça, pour faire un point sur ce que je voulais faire, pour continuer aussi à mûrir au niveau scientifique, à lire d'autres choses, à explorer des nouvelles pistes, à prendre le temps d'observer son problème parfois sous un angle assez différent. Et ouais, encore une fois, l'expérience d'enseignement qui a été particulièrement enrichissante et qui n'est pas du tout négligeable non plus sur le plan scientifique parce que vous vous retrouvez bien souvent à devoir enseigner des champs théoriques et méthodologiques que vous connaissez assez mal. Moi, j'ai vraiment une spécialisation très cognitiviste, donc pendant ma thèse, j'ai étudié les choses de façon très comportementale. En faisant des analyses comportementales assez fines. Et là, je me suis retrouvé à enseigner les méthodologies liées au questionnaire, des méthodologies de la psychologie différentielle, des domaines que je connaissais finalement assez mal. Et c'est vraiment intéressant parce que ça enrichit de façon assez importante sa vision scientifique. À la suite de mon contrat d'ATER, j'ai fait quelques mois sur une mission en tant que chargé de recherche à la SNCF. Il faut savoir que après une thèse, en fait, vous avez toutes sortes d'activités qui s'ouvrent à vous, notamment le fait de faire comme ça ponctuellement des missions de recherche en intérim pour des grosses entreprises qui n'ont pas forcément les ressources en interne pour faire des recherches, pour conduire des études qui les intéressent. Et vous avez comme ça tout un champ de la recherche intérimaire, du conseil qui est en train de se développer autour des jeunes docteurs et des docteurs plus généralement, qui permet aux gens comme ça de s'insérer doucement dans le monde professionnel, de venir tester de nouvelles choses, de nouveaux environnements. Moi, j'avais été contacté par la SNCF, j'avais aussi été contacté par des entreprises de conseil pour aller faire du conseil en cybersécurité, par exemple. Parce que puisque j'ai travaillé sur la prise de décision et l'anticipation, eux, ce qui les intéressait, c'est de voir comment on pouvait utiliser ces connaissances, ces compétences-là pour travailler sur l'erreur humaine en cybersécurité. Donc, vous voyez, vous avez un éventail comme ça assez large de choses qui s'ouvrent à vous après la thèse, qui sont pas forcément liées à votre sujet initial, qui vont un petit peu plus loin, qui s'étendent plus loin à vos compétences en général, ce qui est vraiment appréciable et ce qui est assez rassurant aussi parce que quand on sort d'une thèse, on a l'impression d'être un super spécialiste et qu'on ne sera reconnu que par sa spécialisation. Et en fait, on se rend assez vite compte que c'est pas le cas. Donc, c'était une expérience assez enrichissante de ce point de vue-là. Pendant ce temps, j'ai continué à donner des cours à l'université Paris-Cité, notamment en licence où j'enseigne encore les méthodologies de questionnaire, la psychologie différentielle, un peu de cyberpsychologie aussi. On commence à essayer de comprendre comment on pourrait utiliser l'intelligence artificielle pour la psychologie et comment l'intelligence artificielle va modifier l'activité des gens qui travaillent en rapport avec la psychologie. Et puis, je fais ça en parallèle de mon poste actuel qui est d'être coordinateur scientifique et pédagogique d'un master au sein du Learning Planet Institute. Donc, le Learning Planet Institute, c'est un institut, c'est une association en fait qui fait office d'institut d'enseignement et de recherche autour de le développement durable, plus largement le vivre ensemble, l'enseignement, le développement humain.
et ce genre de choses. Moi, le master duquel je m'occupe, c'est le master de sciences de l'apprentissage, qui est un master qui va s'intéresser à l'apprentissage en général. Donc, on va travailler sur l'apprentissage à la fois d'un point de vue très psychocognitif, mais aussi d'un point de vue neurobiologique et aussi d'un point de vue sociologique et aussi d'un point de vue philosophique. On va essayer de s'intéresser aussi aux pratiques, aux politiques éducatives, aux pratiques éducatives, aux sciences de l'éducation. Comment est-ce qu'on crée un cursus comment on favorise l'accès à l'enseignement à des populations défavorisées. Tout ça avec une ouverture très internationale. Le master, il est essentiellement composé d'étudiants étrangers. On doit être à, je sais pas, peut-être 40, 50 nationalités différentes dans le master, ce qui fait un parcours très enrichissant, à la fois pour les étudiants, mais aussi pour moi, puisque je me retrouve à travailler avec des gens qui viennent des sciences politiques, des gens qui viennent des mathématiques, des gens qui viennent des sciences de l'éduc, des psychologues, des designers, tout un ensemble de personnalités différentes. Mon poste, plus précisément, il consiste, il y a deux grands volets, je dirais. Il y a un volet très organisationnel. Concrètement, je m'assure que les étudiants et les enseignants soient dans la même salle au même moment. C'est quand même plus pratique pour réaliser un cours. Je m'assure que logistiquement tout se passe bien, que les étudiants soient correctement inscrits à l'université. Parfois, je m'occupe des problèmes de visa que certains peuvent avoir, etc. Et puis, il y a une partie un peu plus scientifique où là, je vais plutôt avoir un rôle d'orientation de la maquette pédagogique, c'est-à-dire que en collaboration avec le directeur du master, on va décider de sur quel type de cours on a envie d'insister, sur quel type de méthodologie on a envie d'insister. Est-ce qu'on développe un champ là, en ce moment, on est en train de développer un champ intelligence artificielle et technologie autour de la réalité virtuelle, de la réalité augmentée pour l'apprentissage. Est-ce qu'on continue à garder certains cours? Est-ce qu'on en enlève? Quel type de professeur on a envie de recruter? Quel type de partenariat aussi on a envie de nouer avec des laboratoires pour que nos étudiants puissent aller faire des stages de recherche en laboratoire. On a aussi beaucoup de contacts avec des entreprises privées qui prennent nos étudiants en stage. Donc, pareil, on essaye de favoriser les liens, les partenariats avec ces entreprises. C'est assez intéressant parce que vous vous retrouvez à nouveau au milieu de tout un écosystème lié à l'apprentissage et plus large et plus un peu plus précisément dans mon cas aux sciences cognitives, qui à nouveau est spécifiquement enrichissant. Voilà, je vais m'arrêter là, je pense que j'ai dit. Merci beaucoup. Oui, c'est effectivement, j'allais bientôt vous arrêter, il est bientôt 30. Bah, merci beaucoup en tout cas. Bah, de rien. C'était vraiment très intéressant. Je trouve que vous avez un parcours vraiment, vraiment intéressant et tout ce que vous avez dit, je pense que tout le monde pourra en ressortir des choses intéressantes. Écoutez, merci beaucoup. Oui. Peut-être juste si quelqu'un a une question avant que vous partiez. Juste une question, peut-être. Moi, j'ai juste une petite question. Ok, vas-y. Ça concerne du coup les interventions éventuelles pour aider des entreprises dans le domaine de la recherche. Vu que nous, on est formés actuellement à la recherche, j'ai vraiment l'impression que c'est un temps long qui est nécessaire pour développer quelque chose. Du coup, je me demande comment de façon ponctuelle on peut venir et apporter quelque chose à une entreprise. Alors, je vous donne un exemple pour le coup que j'ai vécu. Vous avez un service de recherche et développement d'une grosse entreprise qui s'intéresse à une question. Concrètement, ils n'ont pas les ressources et les compétences en interne pour mener l'étude à laquelle ils ont pensé, traiter les résultats, écrire le rapport. Et ben, très simplement, ils vont faire appel à des profils comme le mien ou comme le vôtre peut-être pour réaliser l'étude. C'est-à-dire que ça va être des missions. Vous savez, en fait, en 3-4 mois,
une fois que vous savez faire une étude, passer 2 semaines, un mois à lire la littérature, quelques semaines à créer un protocole, le reste du temps à traiter les résultats, à faire les passations, traiter les résultats. Il faut se rendre compte aussi que on parle d'entreprises privées qui peuvent mettre plusieurs milliers d'euros, voire parfois dizaines de milliers d'euros pour accélérer certaines procédures. Donc, les passations expérimentales, par exemple, vous allez le faire en collaboration avec une entreprise à laquelle vous allez juste donner le lien vers votre expérience qui se passe en ligne, et puis l'entreprise va vous dire, OK, très bien, on se reparle dans une semaine, j'aurai fait toutes vos passations. Et ce sont des passations où il y a parfois plusieurs milliers de personnes qui ont participé à l'expérience. Donc, en fait, il ne faut pas oublier que, y compris dans le monde de la recherche, l'argent accélère fortement les choses. Donc, on n'est pas non plus sur les mêmes, si vous voulez, on n'est pas non plus sur les mêmes types d'exigences. La R&D dans le domaine privé va s'autoriser à faire des choses parfois un peu moins strictes et un peu moins rigoureuses sur le plan théorique, parce qu'il faut se rappeler que le but n'est pas la publication, le but c'est d'améliorer soit un process, soit de créer un produit. Et donc, en fait, on n'est pas du tout sur les mêmes contraintes, on n'est pas du tout sur les mêmes budgets, et de fait, on n'est pas du tout sur les mêmes temporalités. Ok, merci beaucoup. Merci.